Écoute-moi bien. Tu sais ce qui est tragique? C'est que 95% des personnes qui regardent cette vidéo, des gens comme toi, brillants et pleins d'ambition, vont encore échouer, se débattre financièrement en 2026. Pas par manque de talent, pas par manque d'opportunités, non. Mais parce qu'ils sont prisonniers de 6 chaînes invisibles, 6 erreurs fatales qu'ils répètent jour après jour, détruisant leur potentiel de richesse sans même s'en apercevoir. Je vois ce drame se jouer constamment. Des hommes et des femmes qui travaillent d'arrache-pied, qui rêvent grand, mais qui restent bloqués, enlisés dans une routine qui ne les mène nulle part. Pourquoi ? Parce que des habitudes toxiques sabotent leur succès pendant qu'ils dorment. Mais aujourd'hui, tu as une chance de briser ce cycle. Dans cette vidéo, je vais te parler de 6 choses que tu dois arrêter de faire en 2026 si tu veux être riche et réussir ta vie. Je ne vais pas te donner des conseils bateaux du style « fais un budget ou économise plus ». Non, je vais t'arracher les œillères et te montrer les véritables raisons psychologiques et comportementales pour lesquelles la majorité des gens stagnent. Et surtout, je vais te donner les clés pour éradiquer ces erreurs de ta vie, définitivement. Si tu es prêt à affronter une vérité qui dérange, si tu es prêt à faire le travail nécessaire pour sculpter la vie que tu mérites, alors reste avec moi. Si tu es réellement déterminé à faire de 2026 l'année de ta métamorphose, prouve-le. Dis-le à voix haute, pour toi-même. Je suis prêt à changer ma vie. Ressens cette décision. Ancre-la en toi. Maintenant, commençons. Numéro 1. Ne prête jamais de l'argent à un membre de ta famille. Je vais te dire quelque chose de brutal, mais c'est peut-être le conseil le plus précieux que tu recevras jamais pour protéger à la fois ta fortune et ton cœur. Ne prête jamais, au grand jamais, d'argent à un membre de ta famille. Je sais, ça sonne dur, contre-intuitif. On nous apprend à aider nos proches, à être là pour eux, mais laisse-moi t'expliquer la mécanique psychologique destructrice qui se cache derrière ce simple acte de gentillesse. Quand tu prêtes de l'argent à un ami, c'est une transaction. Quand tu prêtes à ta famille, tu transformes une relation basée sur l'amour inconditionnel en une relation de créancier à débiteur. C'est un poison. Une étude fascinante de l'université de Stanford sur la psychologie financière a démontré que plus de 70% des prêts intrafamiliaux non remboursés dans les 6 mois entraînent une dégradation significative et souvent permanente de la relation. Pourquoi ? Parce que l'argent change la dynamique du pouvoir. Tu n'es plus simplement le cousin, le frère ou la sœur, tu deviens celui ou celle à qui l'on doit quelque chose. Imagine la scène. Tu as prêté 2000 € à ton cousin pour l'aider à démarrer un projet. Au début, c'est la gratitude, les promesses. Puis les semaines passent, les mois. Chaque appel manqué de sa part te fait te demander « m'évite-t-il » Chaque photo de lui au restaurant sur les réseaux sociaux te fait grincer des dents. Il a de l'argent pour ça, mais pas pour me rembourser. Le prochain repas de famille arrive. L'ambiance est lourde. Le sujet de l'argent est un éléphant au milieu de la pièce. Tu n'oses pas en parler pour ne pas faire d'histoire, et lui n'ose pas te regarder dans les yeux, rongé par la honte ou la gêne. La relation, autrefois simple et joyeuse, est maintenant contaminée par le ressentiment, la suspicion et l'obligation. Tu as perdu ton argent, mais pire encore, tu as perdu un membre de ta famille. Voici la règle d'or, la seule qui te sauvera. Si tu décides de donner de l'argent à ta famille, considère-le comme un cadeau point final. Sors l'argent de ton compte en te disant « Cet argent est parti pour toujours et je suis en paix avec ça ». Si tu ne peux pas te permettre de faire ce cadeau sans que cela n'impacte ton propre équilibre financier ou ta tranquillité d'esprit, alors la réponse est non. Apprends à dire non avec amour. Je t'aime énormément, mais je ne peux pas me le permettre en ce moment. Par contre, comment puis-je t'aider autrement ? Je peux t'aider à faire un budget, à chercher des solutions, à revoir ton CV. La véritable aide n'est pas un pansement financier, c'est de donner les outils pour guérir la blessure. Ta paix d'esprit, cette énergie mentale que tu dois consacrer à la construction de ton empire, vaut infiniment plus que n'importe quelle somme l'argent se regagne. Une relation familiale brisée, c'est une cicatrice pour la vie. Fais le choix de la sagesse. Numéro 2. Évite d'associer ta famille à tes business. C'est l'erreur la plus noble et en même temps la plus destructrice que tu puisses commettre.
Tu as une idée de génie, une vision qui te consume, et ton premier réflexe est de te tourner vers ceux que tu aimes le plus, ta famille. Tu veux les inclure, partager ton succès avec eux. C'est une intention pure, mais elle est la graine d'un échec quasi certain. Laisse-moi te dire pourquoi tu dois construire une muraille de Chine entre ton business et ta vie de famille. Ta famille, par définition, est programmée pour une seule chose, te protéger. Leur amour pour toi est un puissant biais de conservation. Quand tu leur présentes ton projet révolutionnaire, ils ne voient pas l'opportunité stratosphérique que tu vois, ils voient le risque que tu quittes ton emploi stable, le risque que tu perdes tes économies, le risque que tu échoues et que tu aies le cœur brisé. Leurs conseils, même s'ils sont chargés d'amour, seront presque toujours des freins. C'est trop risqué, tu es sûr de toi? Et si ça ne marche pas? Chaque mot est une petite piqûre qui dégonfle le ballon de ton enthousiasme. Ils ne sont pas des entrepreneurs, ils sont des protecteurs. Leur rôle n'est pas de te pousser hors de la falaise pour que tu apprennes à voler, mais de te retenir fermement sur le rebord. Une étude de la Harvard Business Review a analysé des milliers de startups. Leur conclusion est sans appel. Les entreprises qui impliquent des membres de la famille sans structure professionnelle claire ont un taux d'échec 60% plus élevé. Pourquoi ? Parce que les décisions logiques et froides, nécessaires en affaires, deviennent des drames émotionnels. Comment licencier ton oncle qui ne fait pas l'affaire sans détruire les repas de Noël pour les 10 prochaines années ? Comment dire non à l'idée catastrophique de ta mère sans qu'elle se sente rejetée et blessée? C'est impossible. Tu transformes ton entreprise, qui devrait être un véhicule de liberté, en une nouvelle prison familiale, bien plus complexe que les autres. Voici la stratégie des véritables bâtisseurs d'empire. Ils créent 2 cercles hermétiquement séparés. Le premier est le cercle familial. C'est ton sanctuaire, ton havre de paix, l'endroit où tu te ressources, où tu reçois un soutien émotionnel inconditionnel. C'est là que tu es un fils, une sœur, un cousin. Le second est le cercle professionnel. Il est composé de mentors qui ont déjà réussi ce que tu veux faire, de partenaires qui partagent ta vision et ton appétit pour le risque, d'employés que tu choisis pour leurs compétences, pas pour leur ADN. Quand tu parles de tes projets à ce cercle, ils ne te disent pas c'est risqué. Ils te disent voici comment tu peux mitiger ce risque. Ils ne te freinent pas, ils te donnent une carte et une boussole. Ta mission est donc claire. Protège ton business de l'amour bienveillant mais paralysant de ta famille et protège ta famille des tensions brutales et inévitables du business. Ta famille est ton port d'attache, pas ton vaisseau amiral. C'est en respectant cette frontière sacrée que tu pourras conquérir le monde des affaires tout en préservant ce que tu as de plus précieux. Numéro 3. Ne parle pas trop de tes problèmes de couple avec ta famille. Écoute attentivement, car ce que je vais te dire va protéger ton cœur, ton énergie et par conséquent ta capacité à réussir. L'une des erreurs les plus subtiles et les plus dévastatrices est de faire de ta famille le dépotoir de tes problèmes de couple. C'est un piège qui semble innocent, mais qui sème des graines de destruction à long terme. Voici le scénario classique. Un drame en 3 actes. Acte 1. La dispute. Tu te disputes avec ton ou ta partenaire. Tu es en colère, blessé, frustré. Ton premier réflexe est d'appeler ta mère, ton père, ta sœur. Tu déverses tout. Tu racontes en détail comment ton partenaire t'a manqué de respect, a été égoïste, t'a fait du mal. Naturellement, ta famille prend ton parti. Ils sont indignés pour toi. Ils te consolent, te disent que tu mérites mieux. Ils valident ta colère. Tu te sens soutenu et compris. Acte 2. La réconciliation. 2 jours plus tard, la tempête est passée. Toi et ton partenaire, vous discutez, vous vous comprenez, vous vous pardonnez. L'amour est plus fort, l'incident est clos. Pour vous deux, la vie reprend son cours. Acte 3. La mémoire familiale. Et c'est là que le piège se referme. Toi, tu as pardonné. Mais ta famille, elle, n'oublie pas. Le cerveau humain est câblé avec ce qu'on appelle un biais de négativité. Nous accordons plus de poids et nous nous souvenons plus longtemps des expériences négatives. Pour ta mère, ton partenaire n'est plus seulement la personne que tu aimes, c'est aussi celui qui t'a fait pleurer la semaine dernière. Pour ton père, c'est celle qui ne te respecte pas.
Tu as effacé l'ardoise, mais eux ont gravé l'incident dans le marbre. Chaque fois qu'ils verront ton partenaire, une petite partie d'eux se souviendra de la douleur qu'il ou elle t'a causée. Tu as, sans le vouloir, peint une cible sur le dos de la personne que tu aimes. Tu as planté une graine de méfiance et de ressentiment dans le seul endroit où ton couple devrait trouver un soutien uni. Le docteur John Gottman, l'un des plus grands experts mondiaux en relations de couple, a montré que l'interférence des familles est l'un des 4 cavaliers de l'apocalypse relationnelle. En partageant les détails négatifs, tu donnes à ta famille des munitions qu'ils utiliseront, consciemment ou non, contre ton partenaire. Tu crées une tension permanente qui épuise ton énergie. Cette énergie mentale que tu dépenses à gérer les regards de travers, les petites piques, les tu es sûr que ça va, c'est de l'énergie que tu ne mets pas dans ton business, dans ton développement personnel, dans la construction de ta richesse. Ta mission est de sanctuariser ton couple. Vos problèmes sont votre terrain d'entraînement pour devenir plus forts ensemble. Si vous avez besoin d'une aide extérieure, tournez-vous vers un tiers neutre, un ami de confiance qui n'est pas impliqué émotionnellement, ou, idéalement, un thérapeute ou un coach. Un professionnel est payé pour être objectif et oublié. Ta famille est programmée pour être subjective et se souvenir. Protège ton couple, protège ta famille de tes problèmes et surtout, protège ton énergie vitale. Un empire se construit sur des fondations stables. Ton couple est ta fondation. Ne laisse personne y jeter de l'acide. Numéro 4. Arrête de te comparer aux autres en 2026. Ouvre ton téléphone, va sur Instagram, LinkedIn ou Facebook. Fais défiler. En moins de 30 secondes, tu vas voir quelqu'un de ton âge qui vient de lever des millions pour sa start-up, un ancien camarade de classe qui pose devant sa nouvelle voiture de sport, ou une connaissance qui voyage dans un endroit paradisiaque. Et là, tu vas le sentir, ce petit nœud dans l'estomac. Cette voix insidieuse qui murmure « Et moi, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je suis en retard, je suis un raté. » C'est le poison de la comparaison, et c'est l'un des plus grands obstacles à ta réussite. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans ton cerveau. Des études en neurosciences ont montré que lorsque nous nous comparons socialement et que nous nous percevons comme inférieurs, notre cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress. En même temps, les zones liées à la motivation et à l'estime de soi voient leur activité diminuer. En d'autres termes, la comparaison ne te motive pas, elle te paralyse biologiquement. Tu entres dans un état de lutte ou fuite contre un ennemi qui n'existe pas, ce qui te vide de l'énergie dont tu as besoin pour construire ta propre vie. Le problème fondamental de la comparaison, c'est que tu joues à un jeu truqué que tu es condamné à perdre. Pourquoi ? Parce que tu compares tes coulisses avec la scène principale des autres. Tu compares l'intégralité de ta réalité, tes doutes, tes peurs, tes échecs, tes matins difficiles, avec la bande-annonce soigneusement montée et éditée de la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois la photo de la réussite, mais tu ne vois pas les 1000 nuits blanches, les rejets, les crises de larmes, l'endettement et les sacrifices qui ont mené à cette photo. C'est comme comparer ton brouillon plein de ratures au roman publié et primé d'un auteur. C'est absurde et profondément injuste pour toi-même. La seule personne à qui tu as le droit de te comparer, c'est toi-même, hier. C'est la seule comparaison qui soit saine, juste et productive. Est-ce que tu en sais plus aujourd'hui qu'hier? Es-tu un peu plus discipliné? As-tu fait un pas de plus, même minuscule, vers ton objectif? Voilà les seules questions qui comptent. Le succès n'est pas une course contre les autres, c'est un marathon contre ton ancien toi. Voici ta mission pour te libérer de cette prison mentale. Chaque fois que tu te surprends à te comparer, arrête-toi net. Respire et pose-toi cette question. Est-ce que cette pensée m'aide à construire la vie que je veux? La réponse sera toujours non. Ensuite, force-toi à pratiquer la gratitude pour ton propre chemin. Prends un carnet et note 3 choses que tu as accomplies, 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie. Tu réentraînes ainsi ton cerveau à se concentrer sur l'abondance dans ta propre vie plutôt que sur le manque perçu dans celle des autres. Les personnes qui réussissent vraiment sont trop occupées à arroser leur propre jardin pour regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Elles savent que le secret n'est pas d'avoir le même jardin que le voisin, mais de cultiver le leur jusqu'à ce qu'il devienne une jungle luxuriante.
Concentre-toi sur ta propre croissance, c'est là que se trouve le pouvoir. Numéro 5. Fuis le confort comme la peste. Laisse-moi te révéler une vérité qui va à l'encontre de tout ce que notre société nous enseigne. Ton plus grand ennemi sur le chemin de la richesse et de l'accomplissement n'est pas l'échec, la compétition ou le manque de ressources. Ton plus grand ennemi, c'est le confort. C'est ce canapé moelleux, ce salaire stable mais sans passion, cette routine prévisible qui te donne une illusion de sécurité. Le confort est une prison dorée, une drogue douce qui anesthésie tes ambitions et assassine tes rêves à petit feu. Regarde autour de toi. La différence fondamentale entre les 5% qui réussissent de manière spectaculaire et les 95% qui stagnent n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le talent. C'est le courage, c'est la volonté délibérée de faire des choses qui font peur. Chaque entrepreneur à succès que tu admires a ressenti la même boule au ventre que toi avant de se lancer. Chaque investisseur qui a fait fortune a senti la même sueur froide avant de cliquer sur acheter. La différence, c'est qu'ils ont agi malgré la peur. Toi, tu attends que la peur disparaisse. Et c'est pour ça que tu restes sur le quai, à regarder les navires partir. D'un point de vue neurologique, ta zone de confort est gérée par des parties primitives de ton cerveau, comme l'amygdale, dont le seul but est de te maintenir en vie en évitant tout ce qui est nouveau ou incertain. Chaque fois que tu envisages de lancer ce business, de demander cette promotion, de faire cet investissement, ton amygdale hurle « Danger, reste où tu es, c'est sûr ici ». Les gens qui réussissent ont appris à ne pas écouter cette sirène d'alarme. Ils ont entraîné leur cortex préfrontal, le siège de la logique et de la volonté, à dire « merci pour l'avertissement ». Mais la croissance se trouve de l'autre côté de cette peur. Le confort crée ce que les psychologues appellent l'atrophie de l'ambition. C'est comme un muscle. Si tu ne le sollicites jamais, si tu ne le pousses jamais jusqu'à la rupture, il s'affaiblit et finit par fondre. Chaque jour que tu passes dans le confort, ton muscle du courage s'atrophie. Il devient de plus en plus difficile de prendre des risques, et tes rêves, autrefois vibrants, deviennent des souvenirs fanés de ce que tu aurais pu être. Le regret, mon ami, est une douleur 1000 fois plus aiguë et plus durable que la douleur temporaire de l'échec. L'échec t'apprend une leçon. Le regret te hante pour le restant de tes jours. Voici ton défi, ta mission pour sortir de cette prison. Cette semaine, tu vas faire une chose qui te terrifie. Une seule. Passe cet appel téléphonique que tu repousses. Envoie cet email pour proposer ton projet. Inscris-toi à ce cours de prise de parole en public. Peu importe la taille de l'action, l'important est de prouver à ton cerveau que tu es aux commandes, pas ta peur. Le succès n'est pas un lieu que l'on atteint, c'est un état d'être, celui d'être perpétuellement en dehors de sa zone de confort. La richesse, les opportunités, la vie extraordinaire que tu désires, tout cela t'attend, juste de l'autre côté de cette barrière invisible de peur que tu as érigée toi-même. La question n'est pas de savoir si tu peux la franchir. La question est, en as-tu le courage? Numéro 6. Éradique le perfectionnisme de ton système en 2026. Je vais te parler du tueur de rêves le plus silencieux, le plus insidieux et le plus respectable de tous. Le perfectionnisme. Il se déguise en qualité, en souci du détail, en quête d'excellence. Mais c'est un mensonge. Le perfectionnisme n'est rien d'autre que la peur de l'échec et du jugement qui se pare de ses plus beaux atours. C'est le mécanisme de procrastination le plus sophistiqué jamais inventé. Et il est en train de détruire ton potentiel. J'ai vu des centaines de personnes brillantes paralysées par ce fléau. Elles ont une idée de business incroyable, mais elles passent 2 ans à peaufiner un business plan que personne ne lira jamais. Elles veulent lancer une chaîne YouTube, mais elles attendent d'avoir la caméra parfaite, le micro parfait, le script parfait. Elles veulent écrire un livre, mais elles réécrivent le premier chapitre 50 fois. Et pendant ce temps, le monde avance. Pendant qu'elles polissent une brique à la perfection, d'autres, moins parfaits, ont déjà construit un mur. Laisse-moi te donner une phrase qui a changé ma vie, une citation de Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn. Si la première version de votre produit ne vous fait pas un peu honte, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Relis cette phrase. Intègre-la.
Facebook, à ses débuts, était un annuaire moche et basique pour une seule université Amazon, ne vendait que des livres, et son site était d'une simplicité risible. Mais ils ont fait une chose que le perfectionniste ne fait jamais. Ils ont commencé. Ils ont lancé une version imparfaite, un produit minimum viable, et ils ont utilisé les retours du monde réel, les erreurs et les critiques pour l'améliorer. Le perfectionniste opère sous l'illusion qu'il peut créer quelque chose de parfait dans le vide de son esprit ou de son bureau. C'est impossible. La véritable excellence ne naît pas de la théorie. Elle naît de l'action, de l'itération, de la confrontation avec la réalité. Chaque erreur que tu cherches désespérément à éviter est en réalité une leçon gratuite d'une valeur inestimable. Chaque critique qui te terrifie est une information cruciale pour t'améliorer. En cherchant à éviter l'échec, tu te prives du carburant même du succès. Voici ta nouvelle philosophie pour 2026 et au-delà. Fait vaut mieux que parfait. Ton objectif n'est plus la perfection, c'est la progression. Vise à être 1% meilleur chaque jour. Lance ce projet quand il est à 80%. Publie cette vidéo, même si l'éclairage n'est pas digne d'Hollywood. Envoie cette proposition commerciale, même si tu penses qu'elle pourrait être encore un peu mieux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas améliorer quelque chose qui n'existe pas. Une fois que ton projet est dans le monde, il est vivant. Tu peux le corriger, le faire évoluer, le pivoter. S'il reste dans ton disque dur ou dans ta tête, il est mort. Ta mission est radicale. Prends ce projet que tu repousses depuis des mois sous prétexte qu'il n'est pas encore prêt. Donne-toi 48 heures. Dans 48 heures, tu dois le lancer sous une forme ou une autre. Publie le premier article de blog. Mets en ligne la page prochainement de ton site. Appelle ton premier client potentiel. Fais-le. Ressens la peur et fais-le quand même. La perfection est le musée où les rêves sont exposés sous verre, intacts et sans vie. L'action est le chantier chaotique et bruyant où les empires naissent. Choisis ton camp. Voilà. Les 6 chaînes sont maintenant exposées à la lumière. Prêter de l'argent à sa famille, y mêler ses affaires, y confier ses problèmes de couple, se comparer, rester dans le confort et viser la perfection. Ce ne sont pas de simples mauvaises habitudes. Ce sont des systèmes de pensée qui t'enferment dans la médiocrité, la richesse, le succès, la vie que tu désires ardemment. Ce n'est pas une question de chance ou de circonstance, c'est une question de décision. C'est une mentalité. C'est le résultat d'une discipline de fer appliquée jour après jour pour éliminer ce qui te tire vers le bas et pour embrasser ce qui te fait grandir, même si c'est inconfortable. Arrête de faire ces 6 choses. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Prends ta vie en main avec la force d'un titan qui brise ses chaînes. Construis le futur que tu mérites, non pas parce que c'est facile, mais parce que tu as décidé que la douleur de la discipline était infiniment préférable à la douleur du regret. 2026 ne sera pas ton année par magie. Elle sera ton année parce que tu auras décidé de la forger par tes actions, tes choix et tes sacrifices. La différence entre celui que tu es aujourd'hui et celui que tu seras dans 2 ans ne réside pas dans le talent que tu as, mais dans la discipline que tu auras cultivée. Le chemin est devant toi. Fais le premier pas, maintenant.